qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le cachaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire en peine. Quand fait les sirènes mon temps, ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tête, et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, à la fin de... Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîtes Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloirs qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Casse-Muraille sur Prune 92 FM. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des messages ou témoigner en direct. On peut faire passer des petites dédicaces à vos proches emprisonnés ou aborder des sujets qui vous concernent. Pour nous joindre, appel et SMS au 07 82 98 43 59 ou Casse-Muraille sur Insta, X, Facebook et TikTok. Casse-Muraille, ça s'écrit au pluriel, C-A-2-S-E-M-U-R-A-I-2-L-E-S. Vous pouvez nous envoyer des mails à cassemuraille@riseup.net. Riseup, R-I-S-E-U-P.net. Vous pouvez aussi nous écrire par courrier à Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Aujourd'hui, Clara, Lise et Tim ne sont pas là. Fabi a accepté de venir avec moi faire la technique de l'émission. Bonjour Fabi. Salut tout le monde. T'as déjà fait de la radio, je crois. Ouais, j'ai participé à 2 émissions de radio. Il y a une très ancienne qui s'appelait La Belle à Perpète et une autre qui s'appelait Natchave, à laquelle j'ai participé pendant 7 ans avec d'autres camarades. Et ça s'est arrêté il y a quelques années maintenant. Et là, c'est les copains, les copines qui ont repris la suite avec Casse-Muraille. Super, donc c'était d'autres émissions anticarcérales aussi. Donc merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu peux nous remettre les contacts, s'il te plaît ? C'est parti. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Aujourd'hui, on va partager avec vous un reportage sur la mort d'Idir, tué à la prison de Lyon-Corba le 9 septembre 2020. C'est un reportage qui a été réalisé par l'Envolée à l'occasion d'un week-end de commémoration et de mobilisation les 7 et 8 septembre derniers. Les proches d'Idir ont créé le collectif Idir, Espoir et Solidarité pour établir la vérité sur la mort d'Idir. Le reportage dure 37 minutes, alors on ne va pas tout écouter aujourd'hui. On pourra écouter la fin la semaine prochaine. Les meurtres et les violences en prison peuvent être des sujets difficiles à aborder. Nous espérons que ça va être OK pour vous d'écouter ce reportage. Bonne écoute et à tout à l'heure.
la mort le 9 septembre 2020 dans une cellule. Un suicide par pendaison selon la version officielle. La thèse ne convainc pas sa famille, ni ses amis, qui se souviennent d'un garçon posé, respectueux, qui attendait impatiemment sa libération prévue quelques jours seulement avant son décès. Après les premiers doutes évoqués au lendemain du drame, des éléments probants permettent à présent d'affirmer que les choses ne se sont pas passées telles que les gendarmes et les dirigeants de la prison l'avaient annoncé. Bon nombre de preuves et de témoignages nous orientent vers une mise en scène de suicide, tendant à camoufler les responsabilités des agents pénitentiaires. Un rapport d'autopsie qui élude l'heure du décès, des multiples hématomes sur les mains qui font penser à une volonté de se protéger des coups, une ouverture contondante sur le haut du crâne afin que les médecins ne prennent pas la peine d'expliquer, des caméras qui ne filment pas l'angle de la cellule au moment des faits, des images vidéo qui présentent des troublants coupures, des rapports photographiques qui ne correspondent pas à ce que les agents disent avoir dit ou avoir fait, des dépositions des agents pénitentiaires qui ne correspondent pas à un certain timing des images. Conformément à la plainte déposée pour meurtre par la famille, nous attendons des réponses claires de la justice et des explications pour chacun des actes à exécuter qui lui ont été demandés. Aujourd'hui, le terme de meurtre n'est plus du domaine de la croyance, mais résulte de faits probants mettant en cause une enquête officielle ayant pour but d'éluder toute trace menant à la vérité sur les circonstances officielles de la mort d'Idir. L'enquête établie par l'association Idir Espoir et Solidarité révèle non seulement une volonté d'éluder les preuves de la culpabilité des auteurs du meurtre d'Idir, mais la révélation d'un système établi et entériné depuis des lustres jusqu'au lieu fort de l'État et des différentes juridictions. La mort d'Idir est à mettre en relation directe avec un nombre explosif de morts suspectes, couverts par une omerta et un silence à tous les niveaux, de l'administration pénitentiaire, des gendarmes en charge d'enquêter sur ces morts, jusqu'au système judiciaire qui s'assoit sur les dossiers. En dépit des dénonciations du comité contre la torture de l'ONU, les abus et les exactions continuent dans les prisons, au vu et au su des dirigeants de l'État, plus que jamais indifférents aux condamnations des organisations internationales, indifférents aussi à la douleur et à la mobilisation permanente des parents des victimes, engagés jusqu'à l'abnégation dans une lutte pour le droit à la vérité et à la réparation du préjudice. Justice et vérité pour Idir, pour tous et pour tous les autres. Pas de justice! Les 7 et 8 septembre 2024, l'association Idir Espoir et Solidarité organisait à Lyon un week-end de commémoration et de mobilisation. Voici quelques extraits des prises de parole enregistrées lors de la soirée de soutien et lors de la marche qui a traversé les rues de Lyon le lendemain. Najet, la mère d'Idir Médérès, qui a lancé et porté les mobilisations, prend la parole, suivie d'un membre de l'association. Voilà maintenant 4 ans, le 9 septembre 2020, que mon fils Idir est décédé au centre pénitentiaire de Corba. Ce jour-là, j'ai été averti par téléphone. Une voix froide, brutale, m'a pris sans ménagement que mon fils est décédé par pendaison. J'ai été pétrifiée. Comment raconter le passage entre la vie d'avant et la chute dans le vide total? Une partie de mon cerveau était encore avec le souvenir d'Idir vivant. La dernière conversation téléphonique, en m'apprenant combien il était impatient de sortir. La douleur est trop forte pour être calmée par les larmes. Décrire le choc d'une telle annonce est impossible par les mots. Ses frères et sa sœur âgée de 12 ans, moi-même, nous étions comme anesthésiés. La sidération, une fois passée, nous ne pouvons imaginer qui dire et puis partir. Nous avions de bonnes raisons de douter. Idir me disait que son moral était bon et qu'il avait hâte de nous retrouver. Il s'était fixé des projets, des fiançailles avec sa petite copine, une promesse d'embauche dans une entreprise d'informatique. Tout ceci m'a poussé à en savoir un peu plus. J'ai demandé le dossier à mon avocat. À la lecture du rapport d'autopsie, des auditions des agents pénitentiaires, des vidéos, peu de choses collées avec la thèse du suicide. Au bout de plusieurs mois, le résultat de notre enquête a abouti à une plainte déposée pour meurtre, ainsi qu'à des demandes d'actes supplémentaires à faire exécuter par le juge d'instruction. Ce juge
peu de jours après m'avoir reçu, m'avait fait la promesse d'aller jusqu'au bout de mes demandes, au vu des nombreuses anomalies du dossier. Mon étonnement d'apprendre qu'il a été muté quelques semaines plus tard. Ma stupéfaction d'apprendre que sa remplaçante n'avait toujours pas le dossier en main. Au bout de 6 mois, pire, elle n'en avait jamais entendu parler. Paraît-il, il a été perdu. Devant le silence de la nouvelle juge d'instruction et son refus d'exécuter les actes demandés, nous avons décidé de nous référer à la Cour d'appel. Actuellement, nous sommes en attente d'une prochaine audience après avoir décortiqué le dossier pendant des mois. Devrais-je sacrifier encore des années à lutter pour que la vérité éclate au grand jour? Ben oui, je suis déterminée à ne rien lâcher pour la mémoire d'Idir et pour tous ceux qui sont morts en prison. Pas de justice, pas de justice, pas de justice, pas de justice. C'est le témoignage de Najette, donc je vais pas sur le côté émotionnel, c'est toujours fort, mais je souhaiterais rajouter une chose, c'est que lorsqu'on parle de doute ou d'incohérence dans le dossier, ça ne relève pas de la croyance, ça ne relève pas non plus de la douleur d'une mère. Ça, c'est souvent, c'est un peu ce qui est évoqué ou ce qui court un peu à travers ce genre de dossier, c'est les familles qui dénoncent ou qui mettent en doute. Il faut dire qu'avec le dossier de Idir, on est parti de rien, à savoir qu'on n'avait pas d'a priori, à part les doutes, des doutes ça reste un doute. Mais lorsqu'on avance dans le dossier, on se rend compte que vraiment c'est plus qu'un dossier bâclé, il y a des indices et des preuves qui démontrent qu'il y a eu une volonté de bâcler le dossier, une volonté d'éteindre les témoignages, une volonté de trafiquer des vidéos, parce que la vidéo, il y a des coupures qui ne devraient pas y être, il y a aussi des coupures au moment des faits sur la cellule vidéo qui fixe la cellule de Idir, et cette vidéo, justement, il y a une porte qui a caché justement l'entrée de la cellule de Idir. Il y a aussi le témoignage d'un détenu qui a entendu des cris et des coups à côté. Ce détenu a été entendu par les gendarmes, il faut dire, le pauvre, qui a été malmené par la suite, parce que lorsqu'on témoigne et qu'on est en prison, il faut dire qu'il y a une pression qui est faite par les agents et par la hiérarchie, et surtout par la gendarmerie, qui menace aussi ces détenus d'avoir témoigné. Il y a aussi d'autres éléments sur notamment l'autopsie, le rapport d'autopsie. On a fait le rapprochement avec d'autres rapports d'autopsie de morts en détention. C'est exactement du copier-coller. À savoir que le médecin légiste n'arrive toujours pas à déterminer l'heure de la mort du détenu, du jeune. Alors, il y a toujours une marge entre 12 heures et 24 heures, ou entre 0 heure et 12 heures. Et il se trouve que l'heure exacte d'un décès ne correspond pas souvent à ce que les médecins légistes nous donnent comme ordre, comme fourchette. Et donc ça, c'est pour un peu noyer le poisson, c'est-à-dire lorsqu'on a des éléments probants sur des choses qui se sont passées, des témoignages d'agents qui nous disent à telle heure j'étais à cet endroit, et que les images prouvent que cet agent pénitentiaire n'était pas là à cet endroit qui précise. Tout ça, ça fait partie de la confusion créée autour d'une mort qui est en détention, pour noyer le poisson et faire en sorte que le juge ne s'y retrouve pas. C'est voulu. Il faut dire que les juges d'instruction sur Lyon aussi sont pro-sécuritaires, pro-hors d'établi. Il faut persister, on doit continuer, on n'a pas le droit de se démoraliser. Si c'est un combat de longue haleine, pendant des années qu'on doit mener, on le mettra. Et on aboutira à la vérité sur la mort d'Idir. Le tout, c'est que nous, la vérité sur la mort d'Idir, on la connaît. Il faut la rendre sur la place publique. Il faut que les agents qui sont concernés par cette affaire soient poursuivis. On souhaite dire qu'on va parler longtemps de la mort d'Idir. On va parler longtemps du dossier d'Idir pendant des années, quelles que soient les décisions de la justice. Il faut dire qu'après un non-lieu, l'affaire n'est pas terminée. Il reste encore des témoignages qu'on n'a pas entendus au niveau du dossier d'Idir et qu'on souhaite faire entendre par la justice. La France a 7 fois moins de personnes détenues que les États-Unis. Et pourtant, elle compte près de 50% de décès en plus, des chiffres qui nous interpellent au plus haut point. Les observateurs, les organismes des ONG se posent la question, qu'est-ce qui se passe en France depuis une décennie?
Après avoir détenu le record d'Europe de décès perpétrés par les forces de l'ordre sur la voie publique, voici qu'elle détient le taux de décès au milieu carcéral le plus élevé d'Europe. Le taux de mortalité suit le taux d'incarcération. On peut incarcérer maintenant avec les nouvelles lois sécuritaires et le code de la sécurité intérieure pour des délits mineurs, des délits qui n'étaient pas considérés comme des délits auparavant et qu'on n'incarcérait pas auparavant. Il y avait des amendes et désormais on incarcère pour pas grand-chose. On incarcère donc pour des délits routiers, pour des pensions alimentaires aussi, pour des loyers impayés, pour des délits d'outrage, pour une cigarette, du chichon qui est en poche d'une personne qui habite dans le quartier populaire. Il y a des choses qu'on ne se voit pas dans des personnes qui habitent le 6e arrondissement. Nadia, la maman de Bilal El Abdani, mort à la prison des Baumettes à Marseille le 10 août 2017, revient sur le combat qu'elle mène depuis. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis la maman de Bilal, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Bilal qui avait 20 ans, bipolaire, il est mort à Marseille. En fait il est parti à Marseille pour prendre des vacances, acheter des cadeaux à sa fiancée, profiter de la mer et voir Joujou, son chanteur préféré. Et du coup il a payé il est allé dans un hôtel, il a payé 2 nuits. Et en fait les 2 nuits, donc la première nuit s'est super bien passée. Il servait du jus d'orange aux clients, il discutait un peu avec tout le monde. Et il dérangeait personne, quoi. Et du coup, il allait voir la mer, il a acheté des cadeaux pour sa fiancée, puis il est rentré. Et du coup, en fait, il a voulu repartir donc, le lendemain. Il a appelé son père en lui disant « Papa, je vais rentrer ». Il a demandé à l'hôtel de lui rembourser sa nuit en plus qu'il avait payé, donc 80 €. Et il est allé devant l'hôtel, il a vu un SDF, il lui a donné l'argent, tellement qu'il avait un bon cœur. Et du coup, donc, il est monté dans sa chambre. Et comme il était bipolaire, il se réfugiait beaucoup dans la religion pour demander à Dieu d'aider par rapport à sa maladie et surmonter les crises. Et donc, moi, je lui disais toujours, fais pas la prière à voix haute, mais chez les musulmans, les hommes, ils font la prière à voix haute. Donc, il a fait la prière à voix haute, 3 fois à la voix haute. Et il y a une femme de ménage qui l'a entendu. Elle est descendue à l'accueil en lui disant, il y a un terroriste dans l'hôtel. Ils ont appelé à la police, ils sont venus, ils sont entrés dans sa chambre, ils ont tout fouillé, ils n'ont rien trouvé, ils l'ont mis en garde à vue 48 heures, voire 72 heures. Donc il a fait 72 heures de garde à vue, il est passé à 23 heures en jugement devant le juge et ils l'ont jeté en prison. Et donc ils l'ont jeté en prison à 23 heures du soir. Le lendemain, il est mort. Le lendemain, il est mort. Donc de quoi, je ne savais pas. Donc ils ont appelé, parce que moi j'habite Vienne, ils ont appelé la police de Vienne pour m'avertir comme quoi mon fils était décédé, donc à 4 h du matin, mais eux ne savaient pas de quoi. Quand j'ai appelé le tribunal n'était pas au courant. Et donc moi j'ai tout lâché et je suis montée à Marseille. Et je suis allée au commissariat, donc là où il a pris sa garde à vue. Ils m'ont dit non, c'est pas ici, il faut aller à l'autre commissariat. Donc je suis allée à l'autre commissariat, ils m'ont dit non, c'est pas ici. Je lui ai dit, il faut savoir, c'est dans lequel il est. En fait, il s'est envoyé là-bas. Donc, quand il est mort, sur l'acte de décès, ils ont mis le nom de son père, comme quoi c'était son père qui était décédé. Donc, tout a été fait à l'arrache. Donc, du coup, maintenant vous connaissez l'histoire de Bilal. Il avait 20 ans, il était bipolaire. Je veux aussi qu'on reconnaisse cette maladie bipolaire. Ce n'est pas une maladie où on est violent. Donc je vais vous lire ce que j'ai un peu préparé. Dans cette histoire tragique qui nous a tous détruits, son père n'a plus de repères, son frère s'est réfugié dans l'alcool. D'ailleurs, il fait des rentrées et sorties en prison pour conduite en état d'ivresse. Et moi, je suis morte depuis que mon fils est décédé, c'est-à-dire le 10 août 2017. Donc Bilal était bipolaire, pas agressif. Mais à un moment de crise, il devenait un enfant de 4 ans, voire 2 ans. Il ne savait plus parler, ni ce qu'il devait faire. Il devait être guidé et rassuré, ce qui lui permettait d'être atténué. Il trouvait du réconfort dans la prière. Alors cela l'apaisait. Ce qui m'énerve dans ce monde, c'est que lorsque les gens voient une personne malade, ils le voient comme un danger. Alors que Bilal n'est pas le seul malade. Il y a plein de personnes bipolaires, avec plusieurs degrés de gravité dans la pathologie.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne malade, quand elle est en moment de crise, elle a peur, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Ces crises sont des appels à l'aide. J'avais besoin de parler des personnes bipolaires, car quand je les vois dehors, ça me fend le cœur. C'est injuste aussi, car on est impuissant devant leur pathologie. Les gens les jugent ou les ignorent sans même essayer de les comprendre. Bon, je reviens sur l'histoire de Bilal, de mon Bibi, qui me manque énormément. Son dossier a été jugé le 25 juin 2024, 7 ans après son décès. Un mois après donc le jugement, mon avocat m'a annoncé que l'État a été condamné responsable du décès de Bibi, ce qui est une première. L'État reconnaît sa faute. Pour moi, c'est une victoire. Et je ne m'y attendais pas. C'était inespérable, je l'avoue. Vous pensez que l'histoire va s'arrêter là? C'est un long combat qui recommence, car cette responsabilité avérée de l'État nous permet de réouvrir l'enquête et de juger toutes les personnes responsables, dont la directrice de la prison, qui n'a pas fait son travail comme il le fallait. Elle a menti en disant que Bibi était en prison pour vol, encore une étiquette qu'on lui a collée sur le dos, parce qu'on lui avait collé à la base apologie du terrorisme, alors que ce n'était pas fondé. Et on m'a même posé à moi la question, qu'est-ce que votre fils faisait en prison? Et moi je leur ai répondu, c'est pas moi qui l'ai mis en prison, c'est vous qui l'avez mis. Donc il était sous sa responsabilité. Donc le juge qui l'a jeté en prison, sans motif valable, dès que ces deux personnes seront jugées, je pourrai commencer à faire mon deuil. Il y a aussi les médecins qui l'ont déclaré apte à la garde à vue, alors qu'il n'était pas apte. Les policiers qui l'ont mal géré. Et Bilal a fait une crise à ce moment-là, où il ne savait même plus parler, et il ne savait même plus ce qu'il devait faire. Donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, ce qui fait 7 ans que Bilal est décédé, je suis toujours en train de demander ses effets personnels qu'ils ne veulent pas me donner. L'État ne répond pas au courrier de l'avocat. Moi, je veux tout récupérer ces effets parce qu'en fait, quand il est décédé, on m'a transmis une photo par erreur dans le dossier. Il était tout nu. Il n'y avait aucun vêtement sur lui, aucun vêtement à côté, et juste une flaque de sang. Et là, on me dit pourquoi il s'est suicidé. Donc voilà. Et comme on dit, pas de paix, pas de justice. Pas de justice! Pas de justice! Un membre de l'OIP parle de l'enfermement, du système judiciaire, puis des mitards, ces quartiers disciplinaires où de trop nombreux prisonniers, comme Idir, trouvent la mort. Donc là, je vais vous lire un petit extrait d'un témoignage d'un détenu qui parle de ce que provoque la détention. L'enfermement est par essence mortifère. C'est la perte d'une autonomie, d'un statut social, des relations amicales et familiales, de l'estime de soi. C'est l'odorat qui s'abîme, la vue qui décline faute d'horizon. La peau qui se carapace ne ressent plus les plaisirs. La distorsion du temps, l'effacement du réel, le sommeil troublé, l'anxiété provoquée par l'omniprésence du regard, l'effondrement dépressif pour certains, ou la survenance de pathologies mentales. Quand on parle de prison, on parle aussi de justice, et du coup on constate depuis des années qu'il y a une augmentation de la répression, qui engendre un durcissement du dispositif punitif, donc on incarcère toujours plus longtemps. Et ça se traduit par une augmentation de la détention et de la surpopulation. Et du coup, ça c'est compliqué à gérer et c'est d'autant moins vivable pour les détenus. Quand on parle des morts en prison, il faut aussi parler des suicides, parce que le suicide il est 9 fois plus élevé en détention qu'à l'extérieur, et au mitard, il est 15 fois plus élevé que dans la détention. Au mitard, on peut y rester 30 jours. Sauf que le mitard, ça rend dingue, c'est compliqué à gérer et compagnie. Et du coup, les gens sont en mitard pendant 30 jours, ils en sortent 2-3 jours, ils pètent un plomb en prison, ils retournent au mitard pendant 30 jours. Et ça, c'est des cas qui arrivent souvent. Il y a eu une circulaire de juin 2011 de l'administration pénitentiaire qui parle de la discipline en prison, qui permet, selon l'AP, l'administration pénitentiaire, de développer une vie collective harmonieuse, le respect des droits fondamentaux de chacun, qui parle des vertus pédagogiques des sanctions disciplinaires, qui susciterait chez les personnes incarcérées le sens des responsabilités, les amenant à une réflexion sur leur comportement et une confrontation aux exigences de la vie en collectivité. Admettons. Le mitard, c'est la sanction la plus commune en prison. C'est pas une sanction d'exception. La liste des choses pour lesquelles on peut se retrouver au mitard est assez floue. Ça peut être de la musique qui est trop forte, un œilleton bouché, ce genre de choses. Concernant les procédures disciplinaires, en fait, au début, quand il y a une connerie qui est supposément faite par un détenu, il va y avoir un compte-rendu d'incident qui va être fait par les protagonistes de cet incident. Ensuite, il va y avoir un rapport d'enquête. Sauf qu'on s'aperçoit que ce compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête sont à peu près des copier-coller.
Ensuite, il va passer en commission disciplinaire. Et là, on s'aperçoit que c'est le chef d'établissement qui préside cette commission disciplinaire. Donc il est à la fois juge et partie. Il y a peu de témoins qui sont entendus, voire aucun, et les détenus comparés sont entourés de surveillants. Il y a quelques exemples récents. En octobre 2023 à Strasbourg, il y a un détenu qui a été passé à tabac par des surveillants. Il a plusieurs dizaines de blessures qui sont constatées, plusieurs revisages et compagnie. Il a 50 jours d'ITT. Il y a 2 de ces 3 surveillants qui ont pris 6 mois avec sursis et qui exercent encore. Là, en février dernier, il y a un détenu qui a essayé de se suicider et qui a été sanctionné, qui a été puni par la commission disciplinaire pour avoir tenté de se suicider en prison. Il y a quelques années à Queuleux, à la prison de Metz, il y a un détenu qui a fait un arrêt cardiaque. Son co-détenu a essayé d'appeler les secours, ce qui n'a pas réussi par l'espèce de bitonio là. Et du coup, il a pris sur lui de prendre son portable auquel il n'a pas le droit pour appeler les secours. Son co-détenu est mort, lui a été sanctionné pour avoir utilisé son téléphone. C'est des cas qui sont réels et qui ont existé récemment. En cas de décès ou d'hospitalisation, le chef d'établissement est absolument tenu d'en informer la famille, sauf que c'est souvent fait très très tard ou pas fait. Il y a des cas de décès en France où les familles ont été informées 3 semaines après. Idem pour les conclusions de l'autopsie qui doivent obligatoirement être informées à la famille, quoi. Et souvent c'est très très tardif ou pas fait. Donc l'histoire de dire est assez emblématique de l'impossibilité de connaître la réalité des violences pénitentiaires, qui est en particulier au quartier disciplinaire. On peut considérer qu'une grande partie de ces morts est imputable à l'administration pénitentiaire, à la brutalité carcérale, à l'injustice de la chaîne pénale, qui se répercute aussi sur les proches, qui n'obtiennent que trop rarement de réponses à leurs questions et doivent se débattre seuls pour avoir la lumière sur ce qui s'est réellement passé et qu'une vraie justice soit enfin faite. C'est Kamel qui anime le groupe Facebook Combattre pour la dignité et le respect de tous les détenus qui poursuit. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis un ancien détenu. J'interviens déjà depuis plusieurs années, plusieurs décennies aux côtés des détenus à l'intérieur des prisons et depuis quelques années à l'extérieur. Il faut savoir, comme le disait la personne qui a intervenu de l'OIP, auparavant c'était 45 jours de mitard, qui a été descendu à 30 jours par la nouvelle loi pénitentiaire de 2009. Mais en général, le personnel qui est mis en intervention au mitard ou en surveillance, on sait que c'est les plus rats de la prison. Et on ne stigmatise pas, surtout, tous les surveillants. 80 à 90% des surveillants font leur travail correctement, ou des surveillantes, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est sur les 10-15% qui restent. Donc comme vous voyez par rapport aux interventions qu'il y a eu, c'est très difficile de faire reconnaître un décès ou voire même un assassinat ou un meurtre en détention. Parce que d'une, l'administration pénitentiaire sur le ministère de tutelle, c'est le ministère de la Justice. Le parquet qui est censé faire les poursuites a le même ministère de tutelle. 97% des dossiers sont classés sans suite. Donc comme je disais, quelles sont les réelles conditions qu'il y a au quartier disciplinaire ou au quartier d'isolement, en dehors des reportages et des visites officielles qui nous montrent jamais les réelles conditions? Pourquoi systématiquement les caméras sont en panne quand il y a un décès survient, ou la falsification des images censées être gardées suite à une saisine judiciaire? Pourquoi on ne parle jamais des 100 à 150 détenus décédés chaque année, sachant qu'un rapport expliquait que 25% des décès en prison ne sont pas dus à des suicides? Donc on se demande, ils sont dus à quoi? Et pourquoi le garde des Sceaux, surtout, est juge et partie dans chaque procédure, correctionnelle au pénal ou administrative? Donc malgré les RPE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les règles pénitentiaires européennes, la loi pénitentiaire de 2009, où aucune réelle avancée n'a été constatée depuis plus de 15 ans. Et surtout, quel est le réel motif actuel de la suppression de l'enseignement individuel? Car il était prescrit dans le Code de procédure pénale que tout détenu a droit à une cellule individuelle. Donc moi, je voudrais souligner ici et maintenant une pensée pour la MAF, les maisons d'arrêt pour femmes, les familles détenues, les maisons d'arrêt pour hommes, et tous les intervenants et bénévoles, ainsi que toutes les familles qui ont perdu un proche. Merci pour eux. Vous êtes toujours sur Casse-Muraille, dans l'émission Casse-Muraille sur Prune 92 FM. Et on commence à s'approcher de la fin de cette émission, donc qui était consacrée à un reportage sur la mort d'Idir. Les morts en prison, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas toujours les infos. Il y a plein de morts suspectes en prison où on ne connaîtra jamais en fait la vérité de ce qui s'est passé. À Casse-Muraille, on avait déjà eu l'occasion d'aller au procès des matons qui avaient entraîné la mort de Sambali Diabaté à La Rochelle, à la prison de Saint-Martin-en-Ré.
Du coup, c'est un sujet qui est un peu compliqué, qui n'avance pas, parce que aussi les prisonniers qui ont vraiment des informations à communiquer sont pas consultés et n'ont pas la possibilité de témoigner en justice. Donc il reste en fait vraiment des zones d'ombre où on ne connaîtra jamais la vérité, quoi. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Fabi. Salut tout le monde, portez-vous bien, on pense fort à vous. Je vous dis à bientôt. Bon anniversaire Fabi, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Eh ouais, ça arrive une fois par an. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à nous laisser des messages, à demander des dédicaces. On peut mettre des musiques pour vos proches qui peuvent être emprisonnés. Il suffit de nous appeler ou de nous envoyer un SMS au 07 82 98 43 59.